donc vous devez avoir l'écran devant vous complet et donc suffisant pour pouvoir suivre cette perspective un petit peu personnelle, là, sur 40 ans d'astrométrie spatiale en Europe. Et je remercie donc d'abord l'Académie de m'accueillir comme membre titulaire et puis de me donner l'occasion de faire ce petit retour en arrière. Tout à l'heure, il y avait 40 ans d'hélicoptère. Ben là, on aura 40 ans d'astrométrie spatiale dans lequel on va voir le rôle du complexe aérospatial, industriel et universitaire en Europe qui joue un rôle clé dans cette affaire. Donc, ce que je veux, d'abord, on voit que je suis opérateur de côté, on m'avait introduit, directeur de recherche. J'ai fait toute ma carrière au CNRS et je continue comme directeur de recherche émérite puisque je suis formellement en retraite, mais en activité quasiment complète autour de ce projet spatial, de cette opération spatiale qui continue, qui s'appelle Gaïa. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est le lien entre les deux opérations spatiales dans lesquelles l'Europe a été complètement leader, l'Agence spatiale européenne, le projet Hipparcos d'une part, et ce qui a suivi le projet Gaïa. Et je voudrais vous donner quelques idées pourquoi cette transition, cette longue histoire sur les 40 ans, pour moi, est un... Non seulement j'ai passé une partie de ma vie professionnelle, mais ça me touche de façon très profonde en raison de son lien avec l'histoire de l'astronomie, puisqu'on continue une longue tradition d'astrométrie de précision qui a commencé. Donc les deux missions sont ici, on les voit, Hipparcos à gauche, avec 4 dates à chaque fois. Donc 1980, la date de la sélection, 89 pour Hipparcos, la date de lancement, 93, la fin des opérations, c'est-à-dire on arrête le satellite, il n'arrête de fonctionner, de collecter des données, et 97, ici, la fin du traitement au sol, qui concerne cette fois-ci des universitaires dont je suis. Et de même pour Gaïa, donc première sélection en 2000, lancement en 2013, fin des opérations prévues pour le printemps 2025 et fin du traitement, c'est-à-dire la publication finale des résultats qui concernent le groupe qui fait le traitement autour de 2030. Vous voyez, donc 80-2030, ça fait même 50 ans. J'espère bien évidemment de pouvoir voir la conclusion en 2030, mais c'est une affaire très très longue qui occupe une grande partie de la vie. Donc V33 Ariane, Soyouz, les 2 fois à Kourou, avec donc 20 ans de calage entre ces deux lancements, et on va voir la différence entre ces deux missions. Donc ma première planche va, pour moi, est la plus importante, celle-ci, il va illustrer pourquoi le spatial a complètement modifié l'approche des astronomes pour ce type d'observations astronomiques qui sont des observations d'astrométrie, des observations dans lesquelles on cherche à avoir la position et le déplacement des étoiles, plus tout un tas d'autres d'informations qu'on peut obtenir en même temps. Donc, le diagramme qui est ici, qui est un diagramme qui donne en fonction du temps, en abscisse, et en ordonnée la précision à laquelle on est capable de localiser les objets donnés en unité angulaire. Donc, en arc seconde au début, 1000 arcs secondes du temps d'Hipparque, une seconde d'arc dans cette zone-là, hein, une milliseconde, c'est donc Hipparcos, et 10 micro-arcs secondes pour Gaïa. Et cette courbe qui montre l'histoire, bon, alors il y a une rupture ici pour les 2000 ans, mais disons montre un progrès pratiquement linéaire, c'est-à-dire aucune rupture avec le changement technique, donc l'œil nu, les télescopes, le spatial. Et la vraie rupture, elle n'est pas avec le télescope. Il y a une petite rupture, mais elle est mineure, elle est avec le spatial. C'est-à-dire que si on compare en termes de progrès ce qui s'est passé en 2000 ans, on a gagné entre 4 et 5 ordres de grandeur sur la capacité à préciser les directions dans lesquelles se trouvent les étoiles et plus tard leur mouvement. Et si on prend les 40 ou 50 ans d'astronomie spatiale, l'accès à l'espace pour ce type de travail, d'activité, on a gagné 4 ordres de grandeur en 4 ans. Et en gros, on fait 2000 ans de progrès technique sur les instruments, au départ sans optique, mais qui étaient des instruments de qualité, hein, qu'on observait à la main, sur les murs, tout ce qu'on veut. Et à partir du XVIIIe siècle, avec de l'optique, sans qu'il y ait une rupture, c'est vraiment le spatial qui permet de conquérir réellement ces ordres de grandeur. Et vu le progrès de l'histoire de l'astronomie sur 2000 ans, avec 4 ordres de grandeur,
on comprend pourquoi ces 4 ordres de grandeur de nouveau gagnés dans l'espace révolutionnent complètement l'accès aux données fondamentales de l'astronomie, puisque l'astrométrie est là pour produire des données fondamentales. Donc ce diagramme est à mon sens le plus important de ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est ces 4 ordres de grandeur gagnés, en l'occurrence par 2 missions spatiales européennes, puisqu'il n'y a pas eu d'équivalent venant d'autres pays, qui ont révolutionné cet accès à l'astronomie, à la fois par la qualité et par le volume. En général, je montre, quand j'ai le temps, je vais faire aujourd'hui, ce même diagramme qui n'a rien à voir directement avec l'astronomie, qui est le progrès dans la métrologie du temps. Bien l'associer, parce qu'il a exactement la même forme. Alors, l'œil nu est remplacé par des horloges à folio et à verge jusqu'à peu près date que l'apparition de télescopes. Puis après, on a un réel garde-temps qui est le pendule, avec tous les échappements. Et à peu près à la même date que l'accès à l'espace, on a les horloges atomiques et de nouveau un gain en ordre de grandeur qui est incomparable avec les progrès lents qu'il y a eu dans l'histoire, avec une seule petite discontinuité qui est l'apparition du pendule. Donc c'est juste un aparté parce que ces deux courbes ont une telle ressemblance, une telle similarité que du point de vue de l'histoire des technologies, c'est tout à fait intéressant de le souligner. Alors, autant sur Hipparcos, parce que ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr de comparer ces deux missions. Hipparcos, c'est un défi lorsqu'il est lancé. C'est un défi technique, c'est un défi de réalisation et c'est un défi informatique pour traiter les données. On est en 1980-90, aujourd'hui on est 2023, et c'est les progrès de cet ensemble de choses, la technique, les détecteurs et l'informatique, qui ont permis de passer, de gagner ces ordres de grandeur. Donc, Hipparcos est lancé en 1989, sélectionné en 1980. Le contractant principal, c'est Matra Marconi Space, donc, qui est devenu ensuite EADS Astrium et qui est devenu ensuite une composante d'Airbus Defence. Donc, le groupe européen, français. Donc, il réalise un balayage continu du ciel pendant 3 ans et demi. Par contre, ça a eu beaucoup d'ennuis, tant au lancement que par la suite. Des résultats publiés en 1997. Il observait dans 2 directions à 58 degrés l'une de l'autre. Je ne rentre pas dans ces détails. Ce qui est important, c'est qu'il avait un seul télescope, 29 cm de diamètre. Et en plus, le miroir a été coupé en 2, c'est-à-dire qu'on n'avait que la moitié du télescope qui était utilisé pour un champ. Donc, on est dans quelque chose qui est relativement petit, une trentaine de centimètres. Voilà l'optique qui est à bord d'Hipparcos, qui permet d'obtenir ces 120 000 étoiles à la fin du programme. Détection photoélectrique, c'est-à-dire un rendement global optique plus détecteur de l'ordre de quelques millièmes. Donc 1000 photons, 3 photons réellement porteurs d'informations reconnus à la fin. Une source observée à la fois, parce qu'on ne savait pas faire autrement, on n'avait pas de multiplexage possible à cette époque. Et 13 millions d'observations. Alors regardons ce nombre en tête, vous allez voir pourquoi il est important. Au total, 120 000 étoiles, chacune observée 110 fois, ça vous donne 13 millions d'observations, ce qui était considéré comme colossal. C'est-à-dire que ça posait des problèmes informatiques dès l'instant où il y avait besoin d'avoir ou de traiter ou de trier ces 13 millions d'observations, ce qui est arrivé plusieurs fois durant le traitement. Bien, je ne raconte pas Hipparcos, on a à la fin un catalogue de 120 000 étoiles qui donne pour la première fois des distances trigonométriques pour un très très grand nombre d'étoiles qui était l'objectif principal. Donc dès le début où Hipparcos est lancé, les gens ont déjà des idées. On sait que de 1980 à 90, les détecteurs sont passés du photoélectrique au CCD, donc on imagine des améliorations sensibles dès l'instant où le concept a été prouvé plus que valide dans l'espace. Les gens doutaient de la capacité à faire ce type de mesures dans l'espace. Hipparcos, et donc la réalisation par Matra Marconi Space, a prouvé que c'était faisable. Donc, il y a eu immédiatement d'autres propositions venant de différents pays, différentes agences. Les Américains, les Russes, les Allemands ont cherché. Déjà, on remplace un photoélectrique par un CCD, on gagne déjà un facteur 10 à 100 dans le bilan global du rendement. Alors, cette histoire, elle est intéressante parce qu'on trouve, Hipparcos, dans les années 80-90, avec milliards secondes de résolution, et par là, un nombre considérable de candidats, de missions
qui ont été à différents niveaux de leur développement. Certaines à l'état d'études, d'autres à des débuts de réalisation, d'autres à des contrats déjà importants d'études avancées. Alors, je donne simplement les noms. Romer, c'est en Europe, FEM, c'est en Amérique, DIVAS en Allemagne, Lomonosov, c'est en Russie, EMEX, c'est aux États-Unis, qui était en gros un facteur 10 par rapport à Hipparcos. Lui, il y a des études préliminaires, Jasmine au Japon, OBSS aux États-Unis. Alors, c'est la NASA, mais pas forcément la NASA. Il y a le Department of Defense qui est intéressé par l'astrométrie, qui aussi finance. Il y a eu des missions qui ont été approuvées, c'est-à-dire qui sont allées plus loin que les études et comme une sélection, donc Gaia autour de 2000, mais il y a une mission américaine qui s'appelait Space Interference Mission, qui a aussi été approuvée avant d'être annulée. Pourquoi ces missions annulées? Parce que le projet européen, dans le fond, était tellement avancé et d'une qualité qu'il a à peu près écrasé toute la concurrence sur son passage. C'est-à-dire que personne n'a survécu à la qualité que proposait Gaïa dès l'instant où la mission a été considérée comme étant pratiquement le fait qu'elle soit faite a été considérée comme garantie. Et donc, il n'y en a qu'une seule qui est en opération, qui est allée jusqu'au bout de ce processus, et donc la mission de l'Agence spatiale européenne 2013-2025 pour la période d'opération jusqu'à 2030. Et l'objectif, c'est 15 micro-arcs secondes, c'est-à-dire en radians, parce que certains ingénieurs sont plus familiers des radians, on est à 100 radians à peu près dans la qualité. Mais ce n'est pas ça les nombres importants. Cette planche, je l'ai reprise, elle vient de la présentation auquel j'avais participé, de la sélection des pierres angulaires de l'agence en l'an 2000. Il y avait 4 candidats qu'on a présentés à l'UNESCO, et cette planche compare ce qu'avait été réalisé par Hipparcos aux objectifs qui étaient proposés pour Gaia. Donc, les 2 gros changements, c'est passer de 120 000 objets à 1 milliard, passer de la magnitude au cours de 10 à une magnitude autour de 20, c'est-à-dire ce qui est énorme en sensibilité, ça c'est permis par le CCD, et d'une précision qui était typiquement de la milliarde seconde dans le cas d'Hipparcos à, alors là ça dépend de la magnitude, mais prenons la magnitude 15 qui est le repère qu'on prend pour donner les performances de Gaïa. À l'époque, c'était 10 micro-arcs secondes avant que la mission soit un peu dégradée, mais on va voir que finalement on va y arriver même avec la mission dégradée. Voilà les 2 grosses différences. Alors, Gaïa, c'est cette fois-ci un système optique très différent. On est passé de 30 cm à 1,50 m. Et chacun des miroirs ici fait 1,40 m, 1,45 m dans sa version longue, un peu moins dans sa hauteur. Et la direction ici, c'est la direction dans laquelle on balaye, dans laquelle on a besoin d'informations. De nouveau, le contractant principal est un aérospatiale européenne, donc c'est EADS Astrium, donc on est dans la continuité, qui est donc maintenant dans Airbus DS. Donc il y a de nouveau 2 champs à 100 000 degrés l'un de l'autre, je ne rentre pas dans les détails, mais surtout un énorme détecteur ici, qui est une mosaïque de CCD, 103 CCD, 1 milliard de pixels, c'était la plus grosse mosaïque envoyé dans l'espace, et ça fait physiquement, c'est très voisin de 1 mètre carré, pas tout à fait 1 mètre carré, 0,5 mètre carré en surface, c'est donc une très très grosse mosaïque de CCD qui a été envoyée dans l'espace à ce moment-là. Donc beaucoup d'études, il y a des matériaux spéciaux pour à la fois rigidité et stabilité thermique. Je montre quelques planches qui illustrent ce dont on peut faire avec ces engins dans l'espace. Et qui montre la différence avec Hipparcos. Ici, c'est en fonction du temps, depuis la mise en route du programme scientifique, du moment où on a commencé à acquérir les données scientifiques après la qualification. On est le 25 juillet 2014, on arrive à 100 mois. Dans quelques jours, ça fait 100 mois. Et ici, on voit par jour le nombre d'objets qui sont détectés, le nombre de détections automatiques à bord. C'est-à-dire que ça tourne et le système à bord détecte lorsqu'il voit un objet. On ne sait pas où sont les étoiles, on ne sait pas combien il y en a, elles sont détectées automatiquement. La moyenne, c'est 70 millions par jour. Et il y a certains jours où on balaye plus dans le plan galactique et on arrive à 200, 300 millions, 320 millions ici en 2021. Chaque fois qu'il y a un pic ici, ça veut dire qu'on est près du plan galactique. Donc le système à bord est capable de collecter en continu
jusqu'à 200 à 300 millions d'objets qui sont détectés et ensuite mesurés. La détection est une chose, l'acquisition de l'information et ce qui se passe après dans le champ. Et ceci est envoyé au sol toutes les nuits, pratiquement, sur des rythmes de 24 heures, chaque fois que le satellite, qui est à L2, est en position de visibilité dans les antennes disponibles pour les arbres. Donc, pratiquement, en gros, en moyenne, de 0 à 6 heures du matin tous les jours, on descend une journée de données qui correspond en moyenne à 70 millions d'observations qui vont être ensuite traitées au sol. Et ceci, depuis le début, il n'y a pratiquement pas d'interruption, une seule interruption majeure ici. Donc, mars 2018, une panne de transpondeur, on a eu un peu peur, bien évidemment, il y a eu 10 jours d'interruption. C'est la seule interruption majeure dans le fonctionnement régulier de ce satellite depuis 2014. Nous en sommes à 99 mois et demi pour le moment. Bien, de nouveau, quelques chiffres pour montrer également l'impact scientifique. Je ne vais pas montrer beaucoup d'images. Alors, ce que montre ce tableau, qui contient beaucoup de chiffres, c'est un certain nombre d'éléments qui ressortent de Gaïa de l'astronomie. C'est la taille des catalogues. Dans les catalogues, il y a des recensements. Recensement, ça veut dire on essaie de connaître au maximum les étoiles, savoir où elles sont avec une certaine approximation, de façon à pouvoir identifier des objets mobiles et ne pas les confondre avec des étoiles. Donc, c'est un travail de naturaliste, si je puis dire, un recensement. Il y a des catalogues fondamentaux. Le catalogue fondamental, c'est très, très différent. On cherche éventuellement peu d'objets, mais avec la précision ultime, qui vont servir à repérer tout ce qui se passe dans l'espace, mais pas simplement pour les astronomes, également pour la conduite des engins spatiaux, éventuellement pour la conduite des missiles et toutes ces choses-là. Tout ce qui a besoin de précision. Le GPS également. Les distances, les mouvements des étoiles, les vitesses par rapport à nous, la vitesse radiale, la photométrie des objets, les étoiles doubles, la température des étoiles. Et je donne la connaissance en 1900 et en 1980. Alors, on ne va pas tous les prendre, je vais en prendre deux pour montrer l'impact de Gaïa, l'accès à l'espace finalement. Les vitesses radiales. En 1900, c'est le début de cette technique. On connaît environ la vitesse d'éloignement ou d'approche pour environ 50 étoiles. À la veille d'accès à l'espace pour l'astronomie, on a en gros 30 000 objets dont on connaît la vitesse d'éloignement ou d'approchement grâce à l'effet Doppler. Gaïa, première livraison de données avec ce petit spectroscope qui est à bord, en 2018, il donne immédiatement 7 millions d'objets, c'est-à-dire 7 millions d'objets pour lesquels on a une vitesse radiale. Dans la livraison qui a été faite au mois de juin cette année, il y a 35 millions de vitesse radiale et en fin de mission, 2030, on en aura 100 millions. Donc on passe de quelque chose qui est de l'ordre de 30 000, qui correspond pratiquement à un siècle de travail au sol pour acquérir ça. C'est extrêmement laborieux, c'est long, c'est routinier, si je puis dire, pas passionnant du tout, et ça donne, après de nombreuses heures et de nombreuses nuits passées au spectroscope ou examiner des planches, 30 000, et on est à 35 millions. Le deuxième que je donne, je n'en donnerai pas plus pour détailler ce tableau, mais c'est d'une richesse incroyable quand on voit ça. Température des étoiles. Oui, on a aussi la température des étoiles avec Gaïa, je ne dis pas le détail, il y a plusieurs instruments à bord qui permettent ça. En 1900, ce n'est pas nul. On a déjà la spectroscopie, on connaît un peu la physique des étoiles, on a environ la température ou la classification spectrale pour 10 000 étoiles. En 1980, il y a eu beaucoup de spectroscopie, beaucoup de gros télescopes qui ont permis ça, il y en a 300 000. 2018, première livraison de Gaïa, 150 millions, et le 13 juin dernier, lors de la livraison numéro 3, 300 millions, et à la fin, probablement de l'ordre du milliard. Vous voyez, c'est complètement transformé. C'est une transformation extrêmement profonde que permet l'accès à l'espace et des engins automatiques qui travaillent de façon très régulière. Théoriquement, ça, c'est faisable du sol. Les parallaxes, tout ça, ce n'est pas faisable du sol. Il faut aller dans l'espace, l'atmosphère est une... Ça, c'est théoriquement faisable du sol, mais c'est trop coûteux. Le temps de télescope nécessaire et le travail à effectuer fait que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est les systèmes automatiques depuis l'espace qui ont une efficacité ou une rentabilité sans commune mesure avec ce qu'on peut faire au sol. Bien, alors je ne peux pas aller énormément plus loin. Travailler dans des missions comme ça, c'est aussi un aspect humain. Il a été mentionné tout à l'heure
précédent intervenant que c'est très important. Tous les contacts que l'on noue pendant ces années, à la fois avec les collègues scientifiques, mais également avec les industriels. J'ai eu des relations étroites avec les gens de Matra, Conispace, j'ai eu des relations étroites avec Astrium Space, et je suis très heureux de maintenir ces liens. Bon, voilà une réunion d'une partie du consortium qui est en charge du traitement. Cette fois-ci, c'est le segment sol qui a été sélectionné par l'ESA. Il se trouve que j'ai été le premier président de ce consortium de 2006 à 2013, qui est assuré maintenant par Anthony Brown, qui m'a succédé. Bon, ben voilà une réunion pendant les périodes où on s'est mis à travailler avec Zoom, comme tout le monde, qui montre une petite fraction. Ici, il y a à peu près un quart de ce consortium qui fait 400 personnes. C'est de la reconnaissance internationale, puisque cette mission est reconnue au niveau mondial comme étant effectivement un transformateur de l'astronomie et de la façon de faire l'astronomie, pas simplement par les données, mais par la façon dont on accède aux données, par la façon dont ces données sont immédiatement publiques dès qu'elles sont propres, documentées, validées, extrêmement profond comme travail. Donc le prix Shaw, qui est décerné tous les ans par une académie à Hong Kong, a été décerné cette année aux deux personnes qui sont vraiment à l'origine de la mission Gaia, c'est-à-dire qu'on fait la première proposition, juste à la fin du parcours, Michael Perryman et Léa Kinnebrand, qui travaillent dans le DEPAC, avec qui je suis en contact presque tous les jours, donc il a été décerné au mois de septembre. L'Académie de l'air et de l'espace n'est pas restée en reste, puisque son Grand Prix de 2020 a été justement décerné à deux personnes liées à Gaia, Vincent Poinsignon, Airbus Defence and Space, qui était le chef de projet industriel, et Anthony Brown, qui est le président actuel du DEPAC, comme je l'ai mentionné il y a un instant. Donc, j'avais fait cette capture d'écran lors de leur présentation au cours de la remise officielle de cette médaille, même si tout ça était en visio. Et puis, tout récemment, le DEPAC, donc ce consortium, a reçu un prix de l'American Association of American Association Society. Donc, c'est intéressant, c'est quand même la Société américaine d'astronomie qui décerne son grand prix à un projet spatial européen. Donc, une reconnaissance qui a un double niveau, une double signification. Ceci, c'est du 9 novembre et la tenue a décerné cette distinction au groupe, à la coopération Gaia, c'est-à-dire tous ceux qui font le traitement tous les jours, pour finir à donner ces remises de données tous les 2-3 ans, avec la dernière qui venait au mois de juin dernier. Nature, de la troisième remise de données, donc le 13 juin, attitré, Megabab Milky Way. Donc ce qui m'intéressait, c'est surtout tout ça. La mission européenne Gaia, the European Gaia Mission Ever Improving Catalog has become astronomy's standard reference for the galaxy. Donc reconnaissance que c'est devenu le nouveau moyen avec lequel on organise la science astronomique pour ce qui concerne le monde visible, bien sûr, et essentiellement la galaxie. Le taux de publication est le plus élevé qu'il y ait eu pour une mission spatiale en Europe. Il est aujourd'hui environ 2 fois plus élevé que ce qui avait le plus grand taux de citation, qui était Hubble Space Telescope. En gros, le Hubble Space Telescope produit 8 à 900 articles dans les journaux à comité de lecture par an. Gaia, depuis la première remise de données, produit plus de 1500 papiers par an, de l'ordre de 20% des publications astronomiques aujourd'hui dans le domaine visible touchent à Gaia d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des utilisateurs dans tous les domaines. Bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On vient de terminer cette chose-là, c'est-à-dire la remise de données numéro 3, qui est basée sur 34 mois de données. C'est-à-dire la dernière donnée acquise correspondant à ce qu'on a publié en 2022 date du mois de mai 2017. Il faut 4 à 5 ans au sol pour réellement produire données. Donc, on est actuellement parti sur la préparation de la 4e remise de données qui aura lieu au plus tôt en décembre 2025, ça sera peut-être début 2026. Elle sera basée sur 66 mois de données, c'est-à-dire que la dernière donnée correspondante à ce qu'on publiera en 2025 a été acquise en janvier 2020. Elle est au sol, il n'y a pas de souci,
quoi qu'il arrive, ces données existent. Et après, on passera au Gaia Legacy, la remise de données finale autour de 2030, jusqu'à mars 2025, puisque mars 2025 verra l'épuisement des consommables à bord et donc la fin opérationnelle des acquisitions. On en est à 100 mois, il reste encore 25 mois d'acquisition pour finir ça, et ensuite 5 ans pour arriver à ce traitement final. Bien, donc ceci résume un petit peu mon implication. Je ne me suis pas introduit personnellement, ça a été fait. Donc, moi, je suis un produit parfait de la méritocratie française, hein, passé par ces classes préparatoires scientifiques parisiennes et à l'école normale supérieure de la rue Ulm, et ensuite au CNRS, dans lequel j'ai fait toute ma carrière, et maintenant directeur de recherche émérite, avec le soutien d'un laboratoire pour les activités quotidiennes. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, je suis resté dans les temps. On a rattrapé un petit peu de temps. Merci. Tu mets ton micro, Jean-Claude. Oui, je remercie donc notre confrère pour la passion et l'intérêt de cette présentation qui montre une accélération fantastique dans les progrès de la science. Hein. Et quand on voit que les ordres de grandeur et la rapidité de leur passage, c'est assez fantastique. Bien, je voulais demander s'il y avait des questions parmi vous. Alors, je ne les vois pas bien s'afficher. Oui. Oui, Jean Broquet. Jean, si tu veux. Oui, on se posait la question l'autre jour avec Michel Blanc du nombre d'étoiles doubles. Et on parle de pourcentage assez important. Alors, je suppose que ça dépend un peu de la taille des étoiles. La question, c'est est-ce que les étoiles doubles posent un problème pour les vitesses radiales, notamment dans la détection par Gaïa? Est-ce qu'elle présente? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça pose un problème quand on évalue les vitesses radiales, quand les étoiles sont doubles? D'abord, est-ce qu'on sait toujours qu'elles sont doubles et est-ce que ça peut fausser un peu les mesures? Alors, non, ça ne fausse pas. La vitesse radiale sur les étoiles doubles, c'est même très important parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle de binaires spectroscopiques, c'est-à-dire dans lequel il y a effectivement deux étoiles autour de l'autre. Dans le cas idéal, on arrive à avoir deux spectres, c'est-à-dire le spectre de l'étoile A et de l'étoile B. Dans certains cas, il n'y a qu'une seule des étoiles qui est suffisamment brillante pour avoir un spectre. Mais prenons ce cas-là, c'est donc des binaires spectroscopiques à deux spectres. Ça veut dire qu'on suit le mouvement et on détermine la masse, ou au moins une fonction de la masse, des deux objets. Quand on combine cet aspect spectroscopique sur les doubles et les aspects visuels sur les doubles, on a même les deux masses. Donc, c'est un élément extrêmement important et ça ne fausse pas des mesures. En termes spectroscopiques, il n'y a pas de souci avec ça. C'est donc même très important. On est très heureux qu'il y ait des étoiles doubles pour lesquelles on puisse avoir de la spectroscopie et des vitesses radiales. Et quel est le Alors, pourcentage? maintenant, le taux d'étoiles doubles est effectivement très élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont très serrées, sur lesquelles elles ne sont même pas résolues, c'est-à-dire qu'on va avoir éventuellement la vitesse radiale du centre de gravité, et non pas de chacune des étoiles. Il y a en gros un système sur deux qui comporte au moins une deuxième étoile. D'accord, merci. Autre question? Il y a Jean-Loup Berthaud qui a levé la main. Oui, Berthaud, oui. Oui, évidemment, un exposé excellent, mais évidemment, tu n'as pas trop insisté sur les résultats scientifiques. Et alors, il se trouve que hier soir, j'ai vu une émission sur France 5 qui était très bonne, et surtout l'histoire de la galaxie. En résumé, on peut dire qu'un des grands apports de Gaïa, c'est de montrer que notre galaxie a été formée de collisions multiples. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme émission. Donc, je conseille à ceux qui veulent avoir quelques résultats d'aller regarder cette émission en différé. Néanmoins, j'ai été un petit peu déçu, si tu veux, que dans ce film-là, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de participation française. Il n'y avait que des Anglais encore. Alors, moi, ça m'a un peu énervé. Alors, tu as vu que c'était une émission de la BBC, donc oui. Ils ont entièrement concentré sur l'université du Surrey, sur Cambridge
et quelques personnes d'Oxford, mais elle était totalement britannique. C'était la participation UK au départ qui était mis en valeur, bien évidemment, dans cette présentation, mais Donc, qui était tout à fait intéressante. On peut regretter que on peut regretter que les gens de la télévision française ne fassent pas de ce genre de produits, de films de vulgarisation. C'était très professionnel et avec des moyens importants. Hein. Quand tu as vu les animations qu'ils ont mis en ligne, c'était impressionnant. Mais bon, effectivement. Alors, en termes médiatiques, malgré tout, Gaïa en France suscite quand même pas mal d'intérêt. Peut-être pas en télévision, mais en radio, on a quand même pas mal de cas d'occasion d'intervenir. Le présentateur de l'émission d'hier, Viard, moi, je lui ai donné des interviews en radio pour lui. On le voit assez fréquemment dans la presse. Mais c'est sûr que cette puissance médiatique des documentaires de la BBC est très, très forte. Autre question? Si vous me permettez, j'avais une question sur la capacité de Gaïa à contribuer aux observations des astéroïdes. Est-ce qu'il y a une contribution significative ou est-ce que c'est marginal? Des astéroïdes, c'est ça? Oui. Il y a des coupures, voilà. Oui. Non, alors c'est pas marginal. Dans la livraison, donc la 3e livraison, il y avait l'astrométrie détaillée, donc à chaque époque d'observation, pour 150 000 objets. Donc aujourd'hui, la contribution de Gaïa sur les astéroïdes, donc là c'était 34 mois, ce qui n'est pas beaucoup, ça donne des orbites dont la qualité dépasse ce qu'on peut faire avec les observations traditionnelles qui sont faites depuis 100 ou 150 ans. Alors, c'est juste pour 34 mois, mais ça va être vrai pour 66 mois, ça ne fait aucun doute. La qualité des orbites des astéroïdes dépassera, rien qu'avec les données Gaïa, et au moins d'un facteur 10, les meilleures orbites qu'on est capable de calculer avec des observations au sol faites depuis des décennies. Et en particulier, pas du tout marginal. Hein. En particulier dans l'observation des géocroiseurs. Alors, les géocroiseurs sont globalement faibles. C'est-à-dire que Gaïa, on voit quelques-uns, et peu. Les géocroiseurs, on va dire les plus intéressants, qui sont surveillés pour les dangers potentiels, c'est des objets qui sont entre 100 mètres et 1 km. Au-delà d'1 kilomètre, on connaît à peu près tout. Donc, là, 1 kilomètre, c'est à peu près sa limite. Donc, ce n'est pas le bon instrument pour aller chercher les objets petits, sauf si vraiment, par accident, ils se trouvent être observés au moment où ils sont très proches de la Terre. Il y en a quelques-uns. Hein. On a vu des objets de l'ordre de 300 à 400 mètres, mais là c'est marginal, en revanche. C'est plutôt la physique des astéroïdes qui va bénéficier de ça, beaucoup plus que les géocroiseurs. D'accord. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je ne vois pas de main se lever. Peut-être juste une question, est-ce qu'il y a une suite à Gaïa qui est déjà dans le pipeline ou est-ce que… Pas dans le pipeline. D'abord, il y a un groupe qui s'est formé effectivement de gens de la génération après. Hein. Moi, j'ai commencé par Gaïa, mais bien évidemment, un projet qui est pour les années 2050, ça ne me concerne pas directement. Et donc, il y a un groupe autour du noyau Gaïa qui s'est formé et qui a commencé à réfléchir à ce que pourrait être des objectifs scientifiques et les problèmes technologiques que ça pose. Et il y a l'ESA a mis également des fonds d'études pour avoir des détecteurs CCD fonctionnant dans l'infrarouge et permettant de faire de ce qu'on appelle le time delay integration, c'est-à-dire de suivre un objet lors de son passage et transférer les charges d'un pixel à l'autre, ce qu'on sait faire dans le visible, mais pas proprement dans l'infrarouge. Donc, il y a une mouvance et puis des propositions qui sont faites. Alors, typiquement, le temps d'attente, c'est 2045, quoi. Hein. On est sur ces eaux-là. Hein. Ouais. Très bien, merci François. Pierre Dubois, non? Tu voulais intervenir? Oui, juste une question concernant… Pierre? On n'entend pas là. Non, il n'entend pas. Qui c'est qu'il y avait? Berthaud, Pierre. Un petit peu, oui, allez-y. Oui, c'est Pierre Dubois à l'appareil. Oui, vous m'entendez? À toi.
Est-ce qu'il est, on a parlé des orbites d'astéroïdes que permettaient de détecter et de recenser Gaïa. Est-ce qu'il y a un sous-produit de cette étude concernant les collisions prévues entre Les astéroïdes? collisions entre quoi? Astéroïdes ou Entre astéroïdes. Non, là, les collisions d'astéroïdes, c'est quelque chose qui arrive, mais qui est extrêmement rare. Donc, on ne sait pas prévoir ça. Deux astéroïdes vont rentrer en collision, ça nécessite des études numériques sur de très longue durée pour te dire, tiens, il peut y en avoir un en 2015, 2018, 2025. Non. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir ça? Bon, les orbites vont être plus précises, donc on est mieux en mesure de calculer sur des temps plus longs. Voilà, c'est au moins ce Merci. que je peux dire. Merci. Pas d'autres questions? Si, Bertrand, une autre question vraiment Oui. simple. En fait, Gaïa se trouve au point de Lagrange numéro 2, c'est-à-dire à 1 500 000 km de la Lune, derrière la Lune par rapport au Soleil. Il se trouve que le JWST se trouve à peu près au même endroit. Et donc, ma question est, est-ce que vous avez déjà détecté la présence de JWST dans les données de Gaïa? Est-ce que vous la surveillez de près? Parce que ça doit donner un signal intense. Hein. Quand c'est pas trop loin, ça donnait un signal intense. Alors, alors, on l'a fait, bien évidemment. Il se trouve que c'est moi qui ai fait ces calculs, donc je peux vous en parler dans le détail. C'est moi qui ai fait les premières, après, et je continue à les faire régulièrement. Révision des jours, des instants, à fraction de seconde, hein, dans lequel JWST peut passer dans le champ de Gaïa. La première prévision était, je crois, si je me rappelle, pour le 17 ou 18 février 2022, et on a eu 2 observations, 2 passages de GWST le 17 février, à l'instant prévu, exactement. Alors, ça ne donne pas des signaux très forts, puisque l'orientation où on est à ce moment-là par rapport à GWST n'est pas favorable, dans tous les cas. Hein. Donc, c'est des objets autour de magnitude 19-20, c'est-à-dire relativement proches de la sensibilité Gaïa. Mais il est dans les données, et on l'a revu une nouvelle fois au mois de juillet. Ça ne présente aucun intérêt, sauf émotionnel, et on a, à cette occasion-là, envoyé un petit tweet à JWST pour le saluer, lui dire qu'on l'avait vu. Ce qu'on souhaiterait, c'est l'inverse. C'est qu'un jour, JWST pointe vers Gaïa, parce qu'il y a des fenêtres tout à fait faisables qui permettraient de voir l'un et l'autre. Alors, c'est assez rare, hein, quand même, les moments où ça se produit. Mais typiquement, 4 à 5 par an, il y a le JWST passe devant le champ de Gaïa et peut-être vu. Et il n'y aura pas de mesure de fait, il n'y a aucune mesure à faire avec ça. Mais symboliquement, c'est important. Par contre, JWST peut observer Gaïa beaucoup plus souvent. Absolument. Non, moins souvent. Quand tu regardes les orientations, j'ai fait tous ces calculs-là, c'est encore moins souvent que l'inverse. Mais il y a des fenêtres dans lesquelles JWST peut observer Gaïa. Alors là, ça va être assez faible, mais suffisant pour JWST. Oui, autour de L2, il y a déjà un petit peloton, hein, puisqu'il y avait également Herschel et Planck. Oui, mais ils ne sont plus là. Ouais. Ils y étaient. Ouais. Ils sont là, mais ils sont morts. Puisqu'ils sont maintenus à poste, ils sont passés par l'instabilité exponentielle, ils sont sortis. C'est ça. Il fallait qu'ils maintiennent des orbites. Il y a 2 personnes en ce moment. Il y a 2 personnes et qui ne se rapprochent jamais à moins de 400 000 km. Ouais. Voilà. JWST est très extérieur par rapport à Gaïa. Très bien. Nous avons épuisé les questions. Eh bien, merci François Mignard pour cette présentation.